j'avais compris quelque chose. J'étais pas faite pour le système traditionnel. Moi, en fait, le fait d'être entrepreneur, c'est même pas quelque chose qui était dans l'équation. Hein. C'était pas du tout dans mon scope. On m'avait toujours dit que la sécurité, c'était ce qui était plus important. C'est d'avoir un job, d'avoir un salaire fixe. Il faut être très content avec ça. Et tous les jours, je l'observais. Et c'est là, moi, j'ai rencontré en fait le monde des startups, de l'entrepreneuriat. Et je me suis dit, mais attends, ouais, ma place, elle est clairement là, mais peut-être pas pour bosser avec lui ou pour lui. Je peux faire la même chose de mon côté avec tout ce que je sais et toutes les solutions, enfin tout ce que je entrevois. On l'a revendu 20 millions, une valo x15. L'exit, encore une fois, c'est une belle expérience. C'est clairement pour moi un changement de vie. On reçoit le virement d'un coup. Oui. Je veux comprendre pourquoi tu as remonté une boîte. Bonne question. Tu vois, cette lumière dans les yeux, je l'ai retrouvée chez tous les entrepreneurs que j'ai rencontrés. L'entrepreneur, avant tout, c'est être. C'est-à-dire que c'est dans la nature de tout le monde. Ce qui m'a aidé à monter une boîte dans l'IA, c'est que... Salut à toutes et tous, c'est Yacine. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans la tête d'un CEO. Nouvel épisode, nouvel invité, même enthousiasme. Ravi de recevoir Faria. Comment vas-tu ? Ça va très bien et toi ? Ben écoute, après le déj, grande forme. Non, je mytho de ouf. Après le déj, mais pas grande forme, mais tu vas me donner de l'énergie, je le sais. Est-ce que tu peux me dire, allez, dans quel cadre on se rencontre? Grande dédicace à Paul. Vas-y, je te laisse nous dire. Bien sûr, Paul qui nous a introduits. Paul qui est un ami et voilà aussi un partenaire sur certains sujets. Et du coup, je disais ça, mais ça s'appelle Dans la tête d'un CEO. Tu es la CEO de quoi? De Community AI. Tu veux vraiment, donc, qu'est-ce que Community AI? Alors vraiment, je vais aller lui poser toutes les questions. Allez, vas-y, Faria, dis-nous tout. Qu'est-ce que Community AI? C'est une solution de AI for Work à destination des organisations et plus précisément des professionnels qui sont des digital workers. Donc, voilà, des personnes qui vont travailler... Non, digital workers, c'est des gens qui vont utiliser de la donnée au quotidien pour travailler. Exemple, si tu es une personne dans la finance, ta productivité dépend de l'utilisation et l'exploitation de données. Donc, nous, on va vraiment parler avec ces personnes-là et leur mettre des outils à disposition qui sont vraiment des outils de productivité et pas seulement des assistants pour automatiser des micro-tâches. Spoiler, t'es pas ingé? Je ne suis pas ingé. Donc, on peut monter une boîte dans la data et dans les AI sans être ingé. Totalement. Je suis sûre qu'il y a énormément d'exemples. Justement, je trouve que c'est très intéressant. Alors, c'est quoi la clé? C'est de s'entourer des bons? Alors, c'est déjà s'entourer des bons parce que monter une boîte dans les AI sans avoir un partenaire ou un cofondateur qui ne soit pas technologiquement très proche de ces sujets avec une expérience et une formation, c'est quand même compliqué. En revanche, de pouvoir comprendre ces outils, ces technologies, de pouvoir... projeter comment ça peut être une réponse à des problèmes que tu as identifiés, en fait, pourquoi pas? Et on va en reparler. On va parler. Plaisir. Non, mais je suis curieux de savoir c'est quoi ta force dedans. Et vraiment, je te reposerai cette question de comment on peut mener une boîte d'IA sans être IA expert. Mais on va en reparler parce que tu es tombé dans la marmite de la data. Faut vraiment que j'arrête avec mes métaphores. Là, j'avais Obélix dans ma tête. Bref, c'était pas ça. Ma vraie question et ma première vraie question. Chère Faria, tu es CEO, mais tu es aussi cofondatrice. Exactement. Fondatrice ou cofondatrice? Cofondatrice, on est 3. Ok. Explique-moi tout simplement quelle est la différence entre ces deux rôles. Entre fondatrice et cofondatrice? Non, excuse-moi, entre cofondatrice et CEO. Et CEO, le CEO, c'est vraiment la personne qui va apporter la vision dans l'entreprise. En gros, j'ai une vision et je veux trouver les solutions pour régler et apporter cette vision, lui donner vie. Okay. Et surtout, cette vision, elle s'amène avec des problématiques. Cette problématique, tu les as identifiées. La question, c'est comment tu les règles, d'abord en t'entourant des bonnes personnes et ensuite en trouvant des solutions au quotidien dans ton entreprise. Et le rôle du CEO, il est fondamental parce que c'est une personne qui va en permanence rappeler cette vision, rappeler aussi les valeurs qui sont liées à cette vision et qui va surtout trouver les solutions, les bonnes personnes, qui va prendre des décisions de manière continue. C'est ça un CEO. Mais tu dirais que c'est le CEO ou le fondateur, sachant que, on va dire since day one, qui porte la vision? C'est qui en fait? Ou est-ce que, par logique, le fondateur doit être CEO since day one? Alors, déjà, il y a des CEO qui ne sont pas des fondateurs. C'est bien pour ça que je pose la question. Ils ne portent pas forcément la vision ni l'ADN de la boîte initiale. Est-ce que le fondateur, celui qui a vraiment fondé l'idée, celui qui a mis en œuvre et commencer l'exécution doit porter une vision? Oui, fondamentalement, il faut que le fondateur soit forcément lié à ce qu'ils vont construire. Tu te reconnais dans quoi aujourd'hui, toi, entre CEO et fondatrice ou cofondatrice, peu importe? Moi, je suis entrepreneur.
Tu vois, comment ne pas répondre à la question? Non, mais vas-y. Est-ce qu'un entrepreneur, c'est un fondateur ou c'est un CEO? Ça se rapprocherait de plus de quoi? Un entrepreneur, c'est forcément quelqu'un qui va créer, donc qui va fonder quelque chose. Donc, c'est un fondateur, mais après, tu as toute forme d'entrepreneur. Tu vois, enfin, quelqu'un qui va monter un business de fruits et légumes au coin de la rue, c'est un entrepreneur. Il a entrepris quelque chose. Nous, dans le monde de la tech, c'est l'entrepreneur, c'est aussi le fondateur, forcément. Et ensuite, il peut avoir le rôle de CEO ou pas. D'ailleurs, il y a des fondateurs ou des cofondateurs qui n'ont pas du tout de rôle sur le devant de la scène et qui sont très bien pour justement exécuter certaines choses dans l'entreprise, mais qui sont pas du tout dans le front, qui portent pas forcément la vision. Ils la partagent, mais ils la portent pas forcément. Okay. Donc, moi aujourd'hui, je suis fondatrice et je suis la fondatrice qui porte la vision et avec des associés qui partagent la même vision. Mais potentiellement, demain, tu pourrais toujours rester fondatrice et ne plus être porteuse de cette vision. Totalement, et ça arrive surtout quand tu fais des exits, notamment. Tu peux être une fondatrice, tu peux te faire racheter par une entreprise et ne plus être CEO et être dans l'exécution au quotidien, par exemple. Est-ce qu'un CEO, par nature, a un petit peu d'ego? Ou est-ce que c'est plus l'entrepreneur, le fondateur ou la fondatrice? Je pense pas que ce soit systématique. Ouais. Je pense que l'ego, en fait, tout le monde en a. Par nature, c'est quelque chose qui est profondément humain. Bien sûr. Après, il est plus ou moins modéré. Moi, je le vois comme ça. On en a tous un petit peu, mais c'est vraiment pas ça qui devrait driver aujourd'hui ni un fondateur ni un CEO. Bon, tu découvres Yacine philosophe et il va remettre cette casquette de philosophe dans quelques minutes. Mais avant ça, on va faire un tour dans ta tête, Faria, de manière très historique. Putain, c'est très bizarrement dit, mais non, mais c'est drôle, t'as parlé d'exit, t'as parlé aussi d'être visible ou pas, et on va en parler. Avant ça, donc t'as déjà monté une boîte, tu l'as revendue, j'aimerais savoir, t'as fait quoi avant ça? Tu viens d'où? T'as grandi dans quel milieu? Et j'aimerais savoir dans tout ça, le mot entrepreneuriat, à quel moment tu l'as adopté? Ouais. Écoute, pour te faire simple, j'ai grandi en France, j'ai eu un parcours, on va dire, assez classique. Je suis allée à l'école, j'ai fait un master. Je suis rentrée dans un monde très intéressant, c'est celui de la publicité, du marketing online. Okay. À une époque où, en fait, tu vois, on lançait les sujets de Google AdWords, des sujets d'automatisation avec de la data pour faire de la distribution intelligente sur le web. Le monde de la publicité en ligne et du marketing, c'est un monde qui est énormissime, tant en termes de financement, de moyens, de ressources, de demandes. Et donc, apporter de l'intelligence dans ces métiers, c'est quelque chose qui était assez normal. Et c'est pour ça que c'est ce qui a fait la valeur des grands géants de la tech, comme Meta, Google, ou encore chez nous, un Criteo. Moi, je suis donc vite... C'est la data. Pour moi, ces métiers sont très data-orientés. Et si tu ne l'es pas, c'est qu'il y a un problème. Et donc, d'être rentrée dedans un petit peu par hasard, je m'en suis vite passionnée, pas tant pour la pub, pas tant dans le fait de vendre des choses, mais de vraiment de manipuler. Voilà, des données, de les croiser, d'en ressortir de l'intelligence, des décisions qui peuvent être prises. Ça, c'est quelque chose qui m'a passionnée. D'ailleurs, un de mes premiers jobs, j'étais assistante marketing, je me souviens, dans une toute petite boîte. En fait, je me suis auto-formée sur Google AdWords et à l'époque, ça commençait vraiment à prendre. Je passais mon temps à jouer avec les algos pour comprendre qu'est-ce qui fonctionnait, quels étaient les tips à débloquer pour avoir un résultat super concret. Et je l'ai fait pratiquement toute ma carrière. Et c'est ce qui m'a amené justement à créer ma boîte. T'es autodidacte? On t'a dit fais-moi ça et tu sais pas comment le faire, tu te débrouilles? Je sais me débrouiller et je pense qu'il y a des choses qui s'apprennent pas à l'école. Okay. Ça, c'est sûr et certain. On t'a pas appris à jouer avec des algos de Google pour faire de la pub. Est-ce que même la débrouille s'apprend à l'école? La débrouille, ça prend pas à l'école. Ça dépend des écoles, peut-être. En tout cas, parfois, on te force à être devant des situations où tu dois te dépasser intellectuellement, etc. Ouais. Mais il y a des choses qui s'apprennent pas techniquement. Et techniquement, faut l'apprendre sur le terrain, surtout qu'en fait, on est dans un monde technologique qui est en continuelle évolution. Est-ce qu'aujourd'hui, tout ce qu'on fait avec les outils qui sont à notre disposition, on l'apprenait à l'école? Et je te parle même des écoles tech. Non, on est en train de l'apprendre et je pense que c'est plus la capacité d'apprentissage qui est intéressante, qui fait que peut-être qu'on peut dire qu'on est autodidacte ou pas, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ben non, justement, ce qui m'intéresse, c'est il y a quelques années, en plus de ça, être autodidacte là où j'allais faire le mec, Internet n'est pas ce que c'était aujourd'hui. Non, mais c'est vrai. Même dans la culture, on montrait moins les entrepreneurs, etc. J'essaie de recentrer un petit peu ma question, mais parce que c'est vraiment ça que je veux capter. Je veux comprendre le risque que toi, tu as vu en te lançant
Et je suis sûr et certain qu'il y a une graine qui a été plantée assez tôt, bien avant. C'est pour ça que je te repose cette question. À quel moment t'as vu l'entrepreneuriat dans ta vie? Est-ce que c'est de tes parents ou est-ce que c'est de personnes que t'as adulées? Comment ça se passe? Non, pas du tout. J'ai pas eu de modèle autour de moi déjà. Donc moi, en fait, le fait d'être entrepreneur, c'est même pas quelque chose qui était dans l'équation. Hein. C'était pas du tout dans mon scope. Mais je crois que ça s'est fait assez naturellement. Notamment, j'aime bien dire ça parce que c'est vraiment une vérité, je me suis beaucoup écoutée. Je suis arrivée dans le monde de l'entreprise, ce que je faisais, je créais des choses, je prenais des initiatives et finalement, je faisais toujours plus que ce qu'on me demandait et j'adorais faire ça en réalité. Donc ouais, les patrons étaient super contents. J'allais dire, t'avais le retour de bâton escompté? T'avais les applauses que tu méritais? J'étais adorée par mes patrons à l'époque parce que justement, je faisais un peu de l'intrapreneuriat, je sais pas si on peut dire ça parce que j'avais pas ce rôle attitré dans les boîtes, mais j'aime bien sortir de mes scopes. Et je pense que l'entrepreneur, c'est déjà ça, c'est quelqu'un qui va sortir d'un système pour aller faire autre chose, mais avec ses codes, avec son système, avec sa façon de voir ou de régler un problème. Et ça, finalement, je l'avais toujours. Alors, est-ce que c'est lié à mon éducation ? Non, parce que j'ai une éducation où on m'avait toujours dit que la sécurité, c'était ce qui était plus important. Or, la sécurité dans notre société, c'est d'avoir un job, d'avoir un salaire fixe. Et il faut être très content avec ça. Donc, moi, je suis rentrée dans ce moule-là, mais à chaque fois, je me suis rendu compte que ça me suffisait pas et je me levais et je partais. Ce qui n'était pas très bien vu, ni dans ma famille, ni dans la société. Un peu toujours, ouais, qu'est-ce que tu vas faire? Ouais, qu'est-ce que ça va t'apporter? Donc, l'entrepreneuriat, c'est arrivé... Alors, par un concours de circonstances, parce que moi, je me suis lancée très vite dans la tendance du marketing mobile, publicité mobile. Okay. Donc, en fait, tout ce qui était lié à des technologies de programmatique qui étaient automatisées, la diffusion d'annonces, si tu veux, sur le web de manière automatisée, avec de la data de manière sophistiquée, c'est arrivé dans le monde du mobile au moment où tout le monde commençait à avoir des smartphones. Donc, le marché était absolument huge. Il y avait très peu de personnes positionnées dessus. Moi, un peu naturellement, je me suis positionnée sur ce sujet-là. Donc, je maîtrisais le sujet techniquement, au niveau de la data, Quand tu dis positionner, c'est juste dans ton temps libre ou que... Non, dans le cadre de mon entreprise. C'est quelque chose que j'ai lancé. Par exemple, je bossais dans une boîte qui s'appelle Ewin, Zanox à l'époque, une grosse agence. Ouais. Et en fait, ils voulaient entrer sur ce sujet de la publicité mobile pour leurs clients. Donc, je l'ai monté de A à Z. Et derrière, en fait, naturellement, je suis devenue experte sur ce sujet. Et donc, il y a un acteur, un très jeune qui sortait d'école, qui a monté une solution de publicité programmatique pour le mobile, qui m'a contacté sur LinkedIn. Et il m'a dit, écoute, moi, je cherche quelqu'un pour s'associer au projet, pour m'aider sur la partie partenariat, développement. Bon, il y avait pas mal d'enjeux. Donc, ils étaient 3 à 4 dans leur bureau. Et j'ai commencé à bosser avec lui en consultante pendant 2-3 mois. Et tous les jours, je l'observais. Et c'est là, moi, j'ai rencontré en fait le monde des startups, de l'entrepreneuriat. Et je me suis dit, mais attends, ma place, elle est clairement là, mais peut-être pas pour bosser avec lui ou pour lui. Je peux faire la même chose de mon côté avec tout ce que je sais et toutes les solutions, tout ce que je entrevois. Je sais que depuis tout à l'heure, il y a cette question qui me trotte où je suis en mode, elle a été où la limite? J'ai l'impression presque que tu as été entrepreneur sans le calculer. Au bout d'un moment, tu t'es lancé et tu dis, ah ok, en fait, tu es entrepreneur. Et j'allais te dire justement, est-ce que tu n'as pas le seum quand tu es intrapreneur, que tu lances des projets pour une agence et que c'est l'agence qui se fait, excuse-moi de l'expression, les couilles en or sur ta matière grise. Clairement. Et en fait, c'est pas ça qui t'a mis la limite. C'est vraiment de bosser avec ce mec qui t'a reach out et qui... Est-ce que dans tout ça, c'est une manière de mettre de la lumière sur une partie de ta valeur que toi, tu ne voyais pas encore? Clairement. Et encore une fois, c'est savoir s'écouter, c'est-à-dire transgresser, entre guillemets, je sais pas si c'est le mot qu'il faut utiliser pour te dire, en fait, je suis dans un système qui roule bien. En plus, je suis reconnue, je gagne plutôt bien ma vie. En fait, je vais transgresser tous ces codes de la vie parfaite, entre guillemets, professionnelle, pour aller faire autre chose qui te met en plus à risque. Peut-on transgresser si on travaille pour la sécurité dont tu as parlé de tes parents, par exemple, et celle de la société? Écoute, d'un point de vue, je vais dire... normalité, c'est de la transgression. De mon point de vue, ça a été plutôt quelque chose de positif. Alors, il faudrait trouver le mot positif pour parler de transgression. Oser, l'audace. Je sais pas, challenger, ne serait-ce que tout ce que tu vois autour de toi. C'est ça. C'est questionner, quoi. C'est questionner, c'est aller tenter des choses là où on t'attend pas, là où tu ne sais pas. Tu sais pas où est-ce que ça va te mener, est-ce que ça va fonctionner, pas fonctionner. Et en plus, tu quittes quelque chose. C'est ça, en fait, qui est
entre guillemets, difficile pour la plupart des gens, c'est de quitter un confort pour aller dans quelque chose qui te demande de reconstruire tout depuis le départ. Mais la vérité, c'est que tu quittais un inconfort, en fait, non ? Et quand je dis un inconfort, c'est que pour beaucoup de personnes, je suis sûr que tu gagnais bien ta vie et que tu étais reconnu par tes boss et tout. Mais tu voulais plus. C'était pas ça qui te rendait heureuse. Ça, c'est vrai. C'est là où c'est intéressant d'arriver sur ça. C'est que, en fait, d'un point de vue matériel, extérieur, c'est effectivement quelque chose qui suffit pas. Et c'est là où tu te dis, je vais m'écouter, je vais faire quelque chose qui m'appelle quelque part. Parce que cette rencontre, finalement, c'était un révélateur. Il y avait certainement ça déjà en moi. Et je me suis dit, mais en fait, hop, je vais accélérer et puis je vais aller vraiment vers quelque chose que j'ai envie de faire, c'est-à-dire le faire par moi-même. Et j'ai plein de choses à créer. Et l'autre chose qui est intéressante en parallèle, aussi l'alignement des planètes, c'est que je bossais en tant que consultante pour un acteur qui était l'équivalent de Fiverr en France. Freelance. Ouais, exactement. Et donc, en fait, c'est des compétences qui sont mises à disposition sur une plateforme et toi, en fait, tu peux les acheter. Donc, les louer. Alors, tu peux acheter... acheter... pas les freelances. Non, tu achètes leurs compétences ou leur mission pour quelque chose de déterminé. Et quand il a lancé la plateforme, il avait besoin de la nurturer, en fait, avec des freelances. Et il m'a dit, tu sais quoi, toi qui fais de l'acquisition depuis je ne sais pas combien de temps, fais-le pour aller chercher des gens. Et franchement, pour connaître... En conseil, ça, tu le faisais en conseil? Ouais, j'étais en consultant, je montais en fait toute l'infrastructure pour monter des campagnes d'acquisition, traquer les données, etc. Et donc, quand j'ai commencé à étudier le sujet d'aller faire de l'acquisition de personnes, je me suis pris un mur, en fait, parce qu'il n'y a aucun outil qui me permettait de le faire correctement et c'était dur. Et moi qui avais, 5-6 ans d'expérience sur le sujet, j'étais face à des limites. Et c'est là que j'ai commencé à creuser. Je suis allée voir les acteurs du recrutement. Mon mari travaillait chez TradeLab, qui est une plateforme programmatique aussi dans la pub. Je lui ai demandé, il avait bossé aussi dans les HR, je lui ai demandé, est-ce que tu penses qu'on peut créer un cas d'usage avec les outils qui existent à travers ta plateforme pour que moi, je le vende à mon client et que je fasse de l'acquise de personnes. Et en fait, quand tu fais de l'acquise de personnes, déjà, les intentions sont pas les mêmes que d'acheter un produit. Donc, il faut que tu adaptes le message. Les variables que tu mets dans une annonce sont différentes. Les ciblages sont différents. Tu vois, par exemple, si tu as une plateforme de publicité programmatique dans laquelle tu peux acheter des datas, tu mets les datas dedans, il y a un ciblage qui se fait, je te simplifie le truc. Ouais, non, c'est en gros, lui, il est CSP+, il est père de famille. Tu vois, en fait, les variables qui ont été construites jusque maintenant, elles étaient vachement orientées sur un profil d'acheteur. Sur un profil, pas des skills, en fait. Et pas du tout des skills. Ouais, alors que tu as énormément de données autour des skills des personnes qui sont inexploitées à ce moment-là. Donc moi, j'arrive, je me dis, mais comment je fais pour faire la même chose, c'est-à-dire exploiter tout le web comme un média de conquête, mais de manière intelligente, pour matcher, tu vois, une offre d'emploi intelligente et puis un profil de personne, et finalement ramener de la candidature à mes clients. Et donc ça, c'est un marché où finalement qu'on a réussi à craquer avec Golden 10. C'est un marché, ouais. C'est un marché, ouais. En tout cas, c'est un petit marché, je vais pas te mentir. Non, mais ça a marché, je veux dire, le fait que tu ailles cibler en fait des personnes et que tu ailles les ramener, ok. Tout de suite, et ça a marché, ouais. Et dans tout ça, parce que je pense que tu en parlais justement, on parlait de la valeur, on parlait du fait aussi de se lancer, c'est quoi? À ce moment-là, ça a mis aussi un déclic dans ta tête de te dire, putain, je suis capable de faire ça, quoi. Non, mais en fait, quand j'ai vu ce problème, je me suis dit, mais pour moi, il y a un marché justement en face, qui est pas celui de justement que de mon client, mais de toutes les personnes qui ont besoin d'aller chercher des compétences au quotidien. Là où tous les 4 matins sur Le Monde et compagnie, t'as pénurie de talent, j'arrive pas à trouver telle compétence. Ok, mais les gens sont là. Hein. Donc toi, t'as craqué le truc, quoi. À ce moment-là, tu te dis ça. En tout cas, avec cette solution, on est arrivé et ça a pris tout de suite parce que ça répondait à une friction qu'il y avait sur un marché. Et moi, j'ai croisé tout ce que je savais faire au niveau technologique, data, avec le monde du RH. Et là, ça a été une fusion qui a été incroyable. Et spoiler, il y aura une question à 1 million, mais est-ce qu'on peut mettre de la data sur de l'humain et faire un bon assessment, tu vois, bien valorisé? Et je crois qu'il y a des limites dedans, la data dans le RH. On va en reparler? Ouais, écoute... Non, mais attends, on va en reparler. Moi, je voulais juste te poser cette question juste avant. Ouais. Ok, j'adore le fait que tu te dises, ok, j'ai réussi à tester un truc, j'ai presque fait de l'intrapreneuriat pour ce client-là, ça marche. J'ai une nouvelle expertise, pourquoi pas aller la vendre à d'autres? Juste cette dernière question, le pourquoi pas aller la vendre à d'autres. Je crois qu'il y a 50 personnes, moi le premier, anxieux que je suis, qui pourraient te donner 50 raisons de ne pas le faire. Il n'y avait pas de raison de ne pas le faire pour toi? Non, zéro. Zéro? Non, zéro. T'étais même légitime? Moi, j'étais légitime parce qu'en fait, je suis arrivée avec
ouais, je peux le dire, un unfair advantage qui était que je connaissais parfaitement la solution que je montais pour mes clients. Je la connaissais parfaitement. Donc, cette connaissance métier a fait qu'on a créé une barrière sur l'entrée. Et d'ailleurs, je vais te dire, quand on a créé la boîte, il y avait un concurrent sur le marché que je ne citerai pas, et il y en avait, et les autres sont arrivés vraiment après Golden Bees, après le succès dans cet écosystème fermé de Golden Bees. Et jusque maintenant, personne n'a réussi à avoir les mêmes perfs qu'on a eu. Et quand je te dis perf, c'est qu'on était en compète tout le temps avec tout le monde. Donc, pour moi, la connaissance d'un sujet... Alors aujourd'hui, je sais plus, je suis plus dans la boîte depuis 3 ans. En tout cas, moi, quand j'y étais, on était les meilleurs. On était en compète avec tout le monde et on arrivait à faire de la perf. Moi, je suis très orientée perf, donc c'était vraiment, ok, je veux pas juste faire de la pub pour faire de la pub, c'est est-ce que derrière, il y a des candidatures et même des recrutements qui se font. Et ça, c'était vraiment obsessionnel pour moi de gérer cette partie-là. Et ouais, on a réussi à le faire. T'as intellectualisé là, tu sais, toute la question que je te pose à l'instant T et te dire, mais comment tu t'es lancé là où plein de gens pourraient voir le verre à moitié vide, tu vois, le risque et tout. Est-ce que les questions que je te pose, tu te les as vraiment posées ou est-ce qu'en réalité, tu as foncé et que peut-être des années plus tard, tu vois, tu as pris du recul? Ouais, c'est plutôt ça. C'est plutôt la deuxième option. Je crois que j'étais pas totalement consciente de toutes les problématiques, enfin, toute la difficulté que peut avoir le fait de lancer une boîte. Sincèrement, hein, moi, je me suis lancée et j'ai quand même sécurisé les choses. C'est-à-dire, j'ai gardé mon activité de consulting pendant 1 an. Ok. T'as bien cravaché alors pendant 1 an. J'ai beaucoup cravaché et en plus j'avais mes enfants très jeunes à cette époque-là. Que tu venais d'avoir, ok. Ouais, j'ai tout fait en même temps. Et c'est là où je te dis, l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui se cherche beaucoup de problèmes. C'est là où j'ai découvert CEO, mais c'est ça, c'est Chief Emmerd Officer. Hein, j'aime bien dire ça. C'est exactement. Et toute ma vie, ce n'est que ça. Même maintenant, je me dis, mais pourquoi je me mets dans des choses aussi compliquées que je pense que c'est assez naturel. Mais ouais, c'était. Pas calculer, pas savoir tout ça. Et c'est drôle parce qu'on en parlait, j'en ai parlé avec quelques invités là récemment. J'ai un truc, je n'avais pas forcément mis le doigt dessus, même s'il doit transparaître dans pas mal d'autres podcasts. C'est. Je te pose cette question, est-ce que la naïveté, c'est le meilleur moteur pour se mettre en marche? Je ne sais pas si c'est le meilleur, en tout cas pour moi, ça a été un avantage parce que justement, ne pas savoir, c'est d'y aller. Sans te poser de questions, tu as moins de doutes. Parce qu'en fait, tu sais pas. Moi, ce que je savais, c'est que j'avais une solution que j'avais en plus mis en mode pilote avec un client que j'avais en consulting, que j'avais eu le temps de faire de la recherche, de l'analyse et je savais qu'il y avait un marché. Donc, quand j'y suis allée, sincèrement, ça a pris quasiment tout de suite, ce qui est très rare dans le monde d'une startup. Donc, c'est ça qui nous a permis finalement de pas passer par toutes les étapes de est-ce que j'ai le bon produit, est-ce que je vais avoir les clients, est-ce que je vais avoir du chiffre d'affaires. Moi, j'ai pas eu ce sujet-là. Ça n'a pas été facile, attention, hein, parce que tu arrives, tu es une startup, personne connaît la solution. Tu me parles de, en plus, c'est dans les HR, c'est pas des gens, c'est pas leur métier en fait de faire de la data analytics, faire de l'achat média intelligent. Enfin, donc il fallait simplifier le discours, fallait venir en leur disant mais t'inquiète pas, ça répond vraiment à ta problématique. C'est pas que c'était facile, mais comme on est arrivé au moment d'un moment de friction pour l'entreprise, pour ce marché, si tu veux, ça a capté. Donc, en tout cas, on nous a entendus. Et donc, ça a pris. Maintenant, la zone de sécurité, moi, j'ai continué mon activité de consulting et je finançais la boîte. Donc, je l'ai financée pendant 1 an et demi. Donc, j'avais la chance d'être bien payée en consultante. Et donc, en fait, moi, mes devs, tout ce qu'on devait payer en interne, je le payais avec mon activité de consulting. Pourquoi juste? Pourquoi tu allouais du temps et de l'énergie à choper de l'argent pour financer une boîte qui en faisait peu ou qui t'en demandait? Pourquoi? Très simple, moi je ne savais pas que je pouvais aller voir quelqu'un pour lui dire crois en mon projet, mets du cash sur la table. Allons de manière simple, hein. Moi je suis... Le BA, tu connaissais pas Paul BA, en fait. Je connaissais pas Paul, mais je sais pas s'il aurait mis assez top luck sur ce sujet-là. Donc ça c'est la première chose. Et donc en fait c'est ça que je trouve génial, c'est que moi les solutions tu les trouves. Quand tu veux t'as une conviction que tu veux y aller, tu trouves les moyens de l'exécuter. Mais il y avait un côté émotionnel. Ce que je voulais toucher, c'est aussi que toi, tu voulais te prouver que cette boîte pouvait marcher. Et c'est pour ça que tu as mis autant de temps et d'énergie dedans, non? Alors, je sais pas si je voulais me prouver. En tout cas, j'avais compris quelque chose. C'est que j'étais pas faite pour le système traditionnel. Et j'ai toujours eu le sentiment que j'étais limitée ou que ce que je faisais, c'était bien, mais finalement, ça s'arrêtait à ce que vous décidez finalement une organisation à des gens au-dessus de moi. Mais moi, si je voulais craquer plus de choses ou aller plus loin... T'avais pas assez d'impact? C'est même pas une question d'impact, c'est une question de décision. J'avais certainement pas autant de liberté dans la prise de décision. Tu vois, je serais toujours limitée en tant que
travailler pour quelqu'un, en fait. Hein. C'est en tant qu'exécutante. Et ça, moi, je pense que je l'ai vite compris. J'avais plus envie de dépasser des limites. Mais attends, je trouve ça hyper intéressant. Je te l'ai dit en off, moi, j'ai des problèmes avec la hiérarchie et tout. Moi aussi, hein, moi, je challengeais tout ce qu'on me disait à l'école et tout. Les profs, j'ai eu des mots, Yacine veut faire cours à la place du prof et tout. Les profs balancent des dingueries aussi. Un Marocain, il m'avait dit quoi, tu peux vivre au Maroc avec 10 dirhams, 1 euro, quoi. Et j'étais en mode, frère, reste tranquille. Je sais qu'on est bien au Maroc, mais quand même. Bref, en tout cas, ce que je trouve drôle, c'est quelqu'un de cartésien, j'ai quand même l'impression que tu suis de la data. C'est ton métier quand même de suivre de la data. D'ailleurs, on ne peut pas améliorer ce qui n'est pas analysable et traquable, mesurable. Voilà, merci. Est-ce que tu n'as pas voulu aller chercher de data sur l'entrepreneuriat et que, en gros, est-ce que vu que c'était pas palpable et tangible, tu t'es juste dit let's go, quoi? Moi, je conseillerais. On t'a pas prouvé par A plus B que c'était pas possible, quoi. Ouais, moi, j'inviterais pas à quelqu'un qui veut se lancer de trop creuser de ce qui marche dans l'entrepreneuriat ou pas. Je vais te dire, il n'y a pas de vérité absolue sur le sujet. Il y a autant d'entrepreneurs qu'il y a de personnalités sur cette terre. Si tu regardes les stats des VC, s'ils savaient exactement quel entrepreneur allait cartonner avec son idée parce qu'il cochait soi-disant toutes les cases, il serait pas à 80% de faillite, enfin de fail dans. C'est totalement calculé. Attention, hein, ils le savent très bien. Donc il y en a des très bons, ils arrivent à choper voilà les 3-4 qui vont vraiment venir rentabiliser tout ça, mais il n'y a pas de vérité absolue. Donc, ouais, tu peux même en voir des entrepreneurs qui ont tes 3-4 bois qui vont fail. Donc, à partir de ce moment-là, aller dire, écouter les conseils de la terre entière, non. Par contre, tu peux t'inspirer de choses qui ont été faites. Tu peux t'inspirer de manières de faire, de penser. Mais je conseille tout le monde de garder sa singularité, de vraiment être accroché à ses convictions validées par des données. Par contre, moi, ce que j'avais déjà validé, et ça, peu importe l'entrepreneur, j'ai eu un cas d'usage, j'avais une connaissance du marché, j'avais une connaissance de la technologie, je suis pas partie sans rien. Bien sûr. Voilà. Si tu pars sans rien, tu sors d'école et que tu as une idée mais que tu connais pas du tout un marché, tu vas te confronter à la réalité du terrain, des choses qu'on ne voit pas dans les livres. Bien sûr. Sincèrement, moi, alors il y a des choses que j'avais pas vues dans le monde du recrutement, parce que j'ai bossé plutôt dans le monde de la pub, mais j'ai découvert des systèmes, tu vois, dans la chaîne de valeur qui avaient du poids dans les prises de décision. Est-ce que c'est une agence RH? Est-ce que c'est le provider? Est-ce que c'est le corporate? Et ça, il faut le comprendre. Pour le comprendre, il faut être sur le terrain à leur parler au quotidien. Mais même si on te l'expliquait, je suis pas sûr que tu le comprendrais. Non. Et j'ai essayé de le faire parce que tu vois, j'ai beaucoup de gens dans les HR de start-up, de founders qui sont venus me voir et je leur dis, mais est-ce que tu sais comment ça fonctionne? Est-ce que tu sais en fait que voilà, quel est le poids, la valeur dans la chaîne de valeur, quel est le poids des différents acteurs? C'est très important de le savoir. Et comment tu peux le craquer? Est-ce que juste d'avoir une solution géniale, c'est suffisant? Non, il faut aussi que tu apprennes à convaincre ces différents acteurs. Ils ne savaient pas ou ils supputaient? Ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas. Parce que pour le savoir, il faut être au quotidien en contact avec ces personnes-là. Oh, non, mais ce qui me fait peur, c'est des gens qui croient. Tu sais, ils croient, mais sans avoir validé. En fait, tu es basé sur une fausse vérité de te dire, je sais pas, c'est le N+2 qui est le décisionnaire, et en fait, tu te rends compte que c'est jamais lui, tu vois. Ouais, exactement. Enfin, ce serait mauvais. En fait, je me rends compte, c'était ma question, on parlait d'entrepreneuriat, je voulais juste savoir, et tu as dit à un moment, je ne voulais pas bosser pour quelqu'un. Mais tu vois, tu pourrais être entrepreneur, même monter au capital, blablabla. C'est quoi le fait de bosser pour quelqu'un là, c'est de l'émotion, j'en suis sûr. Mais tu vois, j'ai l'impression qu'il y a de l'ownership qui est important pour toi. Alors, il n'y a pas d'ego? Il y a peut-être un peu d'ego. Non, mais c'est bien, il faut que ça nourrisse. On a tous de l'ego, on l'a dit. Non, c'est sûr que si tu sais, moi j'ai une mémoire ultra sélective. Je pense qu'il y a des choses que j'ai décidé dont je voulais plus me rappeler. Ok. Tu vois, je pense qu'à un moment donné dans ma carrière, il y a des supérieurs ou des personnes qui ont dû me montrer que tu resterais toujours à ta place, et peut-être que ça forgeait quelque chose en moi, mais mon vrai driver, il était vraiment de me dire de comprendre que j'étais capable déjà. J'avais d'autres enjeux personnels, en toute transparence. Donc tu avais des choses à te prouver. J'avais des choses à me prouver. Mais c'est important. C'est clair, mais c'est clairement pas pour ça que j'ai monté ma première boîte. Parce que, encore une fois, j'aurais pu me prouver dans le monde professionnel. Tu vas monter les échelons. En gros, il y a eu la preuve, et à côté, il y a eu le côté business. La preuve business que ça marche, et là, ça s'est aligné, en gros, pour toi. Ça s'est aligné, mais surtout... Il y a du perso et du pro, Ouais, il y a du perso et du pro. Il y a eu plein d'éléments qui se sont alignés, qui ont convergé, qui ont fait que j'en suis arrivée là, mais je crois que personnellement, l'idée de me dire je crée mon propre système, c'est quelque chose qui est
absolument passionnant. C'est créer ton propre système. Quand tu crées une entreprise, je le dis toujours, tu crées ta mini-société dans la société, dans laquelle c'est ta valeur, c'est les personnes qui te ressemblent, c'est ta façon de fonctionner, c'est tes règles. Et ça, c'est formidable. Et c'est comme ça que tu crées des modèles aussi pour les autres entreprises. Par exemple, moi, il y a quelque chose dont je suis hyper fière avec Golden Bees, et pourtant, on a eu des belles tractions, on a été reconnus. Franchement, ça a été une expérience qui a été incroyable. C'est que dans mon entreprise, on était hyper différents. Moi, j'ai jamais regardé. Je regardais si la personne était alignée avec une valeur qui était super importante, c'était la performance. Mais au-delà de ça, il y avait des valeurs humaines aussi. Mais la performance, c'était... Donc, si tu pouvais performer, t'étais bienvenu. Et donc là, j'ai découvert des talents qui étaient incroyable sur la partie sales, la partie HR. Par exemple, tu as une personne qui était entrepreneur, qui montait des boîtes de nuit gays dans des régions en France. En fait, elle avait une capacité d'adaptation, d'apprentissage qui était incroyable. Et donc, elle est rentrée dans le monde du commercial. Et ensuite, elle est devenue HR. Elle a fait, tu vois, une formation à l'ESSEC. Maintenant, elle travaille dans les startups en tant que DRH. Son parcours, il est incroyable. Okay. Mais en fait, si tu creuses pas dans la personnalité, la capacité des gens à faire et à performer, tu pourras jamais avoir des pépites comme ça. Et c'est des gens qui ont été incroyables. Et mon entreprise, c'était des gens polyvalents, venus de partout, avec des niveaux différents. Tu peux avoir un centralien comme tu peux avoir un mec de 42. Okay. Bon, ça, c'est des belles écoles quand même. C'est des gens qui sont forts dans ce qu'ils font. Bien mais sûr. Moi, je regardais pas ça en premier. Ce que je regardais vraiment, c'est, OK, est-ce qu'il peut délivrer et puis s'adapter surtout à notre système, celui qu'on avait créé. Et toi, à l'inverse, dans tes expériences pro, est-ce que tu sais pourquoi tu as été recrutée? Et est-ce qu'il y a des moments dans lesquels tu t'es sentie malheureuse dans ton cadre professionnel? Malheureuse, non. Non, j'ai jamais été malheureuse parce que moi, je faisais le taf. Je suis quelqu'un qui fait toujours le taf. Toi, tu peux faire le taf sans prendre du plaisir. C'est vrai. Et surtout, je pense que de par mon éducation, je valorise beaucoup le travail. C'est pas quelque chose de négatif pour moi. Le travail, c'est nécessaire pour chacun d'entre nous. Donc voilà, j'ai jamais fait partie de des employés qui se plaignent. Au contraire, moi, j'avais toujours besoin de faire plus, d'apporter de la valeur, de créer de la valeur. J'adorais, en fait, travailler. J'ai toujours adoré travailler. Non, mais attends, t'adores, je comprends, être productive et créer de la valeur. Et du coup, quand t'as été recrutée, parce qu'on parle de recrutement, tu sais pourquoi t'as été recrutée? C'était quoi? Belle école, beau... Pas du tout, non, je pense que j'avais justement un profil de nana qui bossait, et ça plaisait forcément. Ok. Tu savais te vendre? Ouais, j'ai toujours su me vendre. Ouais. Donc, t'avais pas peur de te mettre en avant et de montrer que t'étais légitime. Après, je vais te raconter une histoire intéressante. Vas-y. J'ai aussi fait plein d'entretiens, on m'a pas prise. Je me souviens une fois avoir postulé chez Figaro Classified. Ok. Figaro Classified, c'est la boîte qui a racheté ma boîte. Hein. Ah ok, d'accord. Tellement drôle. Ok, j'allais dire c'est quoi, mais ok. Et donc, j'ai passé 3-4 entretiens dans la boîte. Et... Avant qu'ils te rachètent, on est d'accord. Hein. Avant qu'ils me rachètent. Oui, donc, j'étais très junior. Hein. Je venais de sortir d'école, etc. Et donc, pour X raisons, la personne ne m'a jamais répondu. Et 4 semaines plus tard, elle me dit j'ai pris ma décision, mais t'es pas dans le scope. Et je sais pas, 7-8 ans plus tard, tu rachètes ma boîte, quoi. Donc, c'est incroyable. C'est incroyable. Donc, c'est une victoire perso ou à un moment, t'avais le seum et t'étais limite en mode non, je vais pas te la vendre, ma boîte? Non, pas du tout. Non, non, ça m'a fait plus rire qu'autre chose. C'est là où je me dis, tu vois... ils ont pas su parier au bon moment, quoi. Ils savent pas. Comme les VC, au final. T'es dans le métier de l'humain. En tout cas, tu l'étais. Après, on va parler de community, mais est-ce qu'il n'y a pas des limites à poser de la data sur l'humain? Poser de la data sur l'humain, non. Par contre... Faire ton jugement que basé sur ça. Ouais. Ça. En fait, quand l'humain intervient dans des choix basés sur des données, même si c'est lié à l'humain, c'est là où ça devient compliqué. Ouais. Dans le monde du recrutement, c'est clairement ce qui est compliqué. Par contre, aujourd'hui, les niveaux d'information et de données qu'on a sur une personne, elles sont incroyables. Donc, tu as eu les skills, après, tu as eu les soft skills, après, tu as eu des tests de personnalité, après, tu as l'expérience. Maintenant, je pense qu'il y a des choses encore bien plus sophistiquées et ça fait des années que ce marché de travail a développé des solutions, des technologies autour de ça. Donc, la donnée, on l'a. Maintenant, ce que j'ai pu observer, moi, j'étais vraiment sur le premier maillon de la chaîne de valeur, c'est-à-dire que je faisais de la correspondance entre des millions d'offres d'emploi, des millions de profils de personnes. LinkedIn, sur des choses juste ou même pas? Non, t'avais pas scrappé là-dessus. On a aussi tout ce qui était comportemental, par exemple, ton comportement sur le web en fonction de ce que tu consultes, le temps, enfin, il y avait énormément de variables. Ah, tu me fais flipper, quoi. C'est incroyable, mais c'est ce qui a fait la richesse de beaucoup d'acteurs dans
Bah oui, j'imagine. Et c'est badant, mais ok. Donc, il y avait du comportemental et des choses vraiment plus brutes en termes de données, les CV, etc. Ok. Et donc, on arrivait à faire ça correspondre. Et on utilisait l'IA déjà à l'époque avec des millions d'offres d'emploi qui étaient toutes écrites différemment. Donc, je t'imagine la complexité du truc. Donc, c'est la normalisation de la data, là. Ouais, c'était la catégorisation surtout. On utilisait Elasticsearch à ce moment-là. Et puis surtout, la correspondance. Notre métier, c'était vraiment ça, de faire de la correspondance. Donc, ça, on l'a. Après, ce dont je me suis rendu compte, c'est qu'à un moment donné, il y avait un filtrage humain qui, pour moi, est compliqué à déterminé parce qu'en fait chaque humain est différent, sa perception est différente. C'est quoi les plus gros biais? Moi je les ai pas, mais j'ai observé certaines choses. Les dingueries là. J'ai observé certaines choses. Il y a des biais. Biais de genre, biais de la couleur de peau, biais du nom et de l'origine associée. Ouais, peut-être l'origine, l'endroit où tu as fait par exemple, la zone géographique. Alors ça c'est une question. La zone géographique. Je crois que c'est. Non, c'est pas Stéphanie Delèche. Je sais plus qui m'a raconté, j'ai mytho sur mon CV. J'étais en mode, non, t'as osé. Et je crois que c'est Stéphanie, elle m'a dit, j'ai juste changé mon adresse, tu vois. J'étais en mode, ça va. Mais ça, c'est discriminant. Oui, mais toi qui as grandi dans le 9-5. Personne te le dira. C'est ouf, ça. Bah ouais, maintenant je dis j'habite à Paris. Ça. Les gens sont toujours étonnés quand Val d'Oise, mais attends, c'est la banlieue. Mais tu sais qu'il y a des très belles banlieues en France. Hein. Faut ouvrir un peu son esprit. Mais oui, la zone géographique. Encore pire si par exemple tu as eu ton diplôme à l'étranger. Alors là, c'est encore plus compliqué. Donc voilà, tu as des biais super déterministes dans l'esprit des gens. Très français ça, ou t'as bossé à l'étranger toi? Je veux juste savoir, est-ce que t'as pu comparer ça avec d'autres pays? Alors à l'étranger, ils sont très friands des compétences internationales. Hein. Tu vas aux Émirats, aujourd'hui c'est en train d'exploser sur toute la partie IA, tech. En fait, ils t'achèteront, hein. Ils sont prêts à t'acheter. Ah mais des profils comme le tien, ils t'achètent. Aux États-Unis, tu peux voir aujourd'hui toutes les personnes qui sont à la tête des boîtes de la Silicon Valley, qui sont en train de cartonner, que des gens qui viennent de l'étranger, y compris de l'Europe. Attention, quand je dis étranger, c'est vraiment partout. J'ai entendu la Silicon Valley, c'est indien et chinois beaucoup. Hein. Aujourd'hui, c'est que indien et chinois. C'est incroyable. Mais je crois qu'il n'y a pas cette limite-là. Là-bas, beaucoup moins. Maintenant, donc c'est assez franc. Ok, bon, on va pas faire de politique ou de social, mais c'est quand même dans notre culture que la différence est quelque chose qui biaise. Sans dire positivement comme négativement. Ou peut-être la peur d'aller vers quelque chose qu'on ne connaît pas. Et c'est différent. Et donc, on est vachement, je trouve, dans chercher des choses similaires, des gens similaires. C'est rassurant, en fait, d'être entre soi. L'entre-soi, tu vois, c'est quelque chose qui semble être péjoratif, mais en fait, c'est rassurant pour la plupart des gens et dans tous les écosystèmes. On a peur du changement. Enfin, totalement. En général. Je veux juste savoir, est-ce que tu as vu... En fait, j'allais dire, est-ce que quand on donne des stats, quand on donne des chiffres, et quand on apprend aux gens à les lire, comme par magie ça marche et ils apprennent, ou est-ce qu'en réalité, t'as beau fournir ta solution, il faut que tu fasses de la pédagogie sur comment lire les chiffres, lesquels sont importants, tu vois, limite mettre un coefficient, etc. T'as dû faire de la pédagogie là-dessus ou pas? Alors nous, on avait des équipes dédiées pour le faire. C'est-à-dire que je pense que si les personnes en face n'ont pas ce mindset de prendre des décisions à partir de données, ou alors justement d'utiliser de la donnée pour la transformer en information, c'est vraiment deux choses différentes. C'est compliqué. Notre travail, c'était, avant même de leur présenter ces statistiques, c'était de transformer les données en information. D'accord. Et ça, c'est important. Ensuite, l'information, elle est censée construire, les aider à prendre des décisions. Il faut mâcher le travail. Sur certains métiers, enfin, faut comprendre que les RH, en l'occurrence, c'est des métiers qui sont complexes. Ils sont sur plein de sujets humains. Ils sont sur de la politique en interne. Ils sont sur des enjeux de productivité. Ils sont sur plein de choses qui ne sont pas juste ce maillon qui est d'analyser, je sais pas, quel est le meilleur levier d'acquisition, qu'est-ce qui est le plus performant, quelle est la meilleure qualité. Eux veulent juste un résultat, c'est qui est-ce que je recrute à la fin. Okay. Donc ça, il faut bien le comprendre. C'est quoi le job qui doit être fait pour eux. Et nous, il faut qu'on s'adapte. C'est pas la peine de leur imposer notre métier, c'est notre métier. J'allais dire, trop de data tue la data, ou l'analyse en tout cas. Alors moi, je dirais pas ça, j'adore la data. Trop de data tue la mauvaise interprétation, la mauvaise consolidation de l'info, oui, ça peut la tuer. Et donc l'idée, c'est d'avoir ces acteurs-là qui arrivent à apporter cette intelligence pour la rendre digeste et utilisable surtout, actionnable. T'as revendu au bout de quoi, 4 ans 5 ans? Très tôt, 4 ans, ouais. 4 ans ouais. C'est public ou pas? Ouais, c'est public. Vas-y, balance. Ouais. On l'a revendu 20 millions.
une valo x15. Et ça allait encore. T'avais levé ou pas? On a levé un petit seed, c'était 1 million max, je crois. Donc t'avais un beau pourcentage de la part. Départ de la société. On s'est pas beaucoup. Enfin, on était 4 fondateurs, donc on n'était pas énormément dilués. Ça a été pour moi un très beau deal. Est-ce que tu t'es fait un kiff avec ces thunes? Voyage? Ah ouais. T'aimes bien? Et c'est quoi? T'es en mode première classe, hôtel de luxe? Ou moi, j'ai un peu de mal. Peut-être si un jour j'ai vraiment les moyens de prendre une business class à 50 000 balles la place. Enfin, je vois pas trop l'intérêt. Tu vois, je préfère dormir avec un livre dans mon avion et c'est très bien. Mais mettre le paquet sur l'expérience que tu peux vivre, par exemple, sur un voyage, par exemple, sur un pays. Typiquement, aller explorer des endroits que tu pourrais pas aller explorer si t'as pas les moyens, par exemple. C'est pas forcément non plus que des hôtels de luxe. C'est sûr que j'aime bien le confort, mais je pense que c'est bien aussi de vivre d'autres choses en termes d'expérience. Moi, j'adore aller dans des montagnes, dans des villages. Je trouve que c'est encore plus dingue que de rester dans un hôtel. Et voilà, je déteste ça d'ailleurs. 2-3 jours, c'est bien, mais pas plus. T'es dépensière ou pas? Non, je l'étais. Je le suis. Tu l'as été quand même? Ouais. Alors dépensière, je dirais pas dépensière, c'est-à-dire que je suis pas dans l'économie à tout prix. Enfin, je suis pour utiliser mon argent au bon moment, au bon endroit et pas hésiter 150 ans, quoi. Puis maintenant, il y a des gosses. En plus. Ça, c'est autre chose. C'est plutôt pour eux qu'on dépense. Je veux comprendre pourquoi tu as remonté une boîte. Bonne question. Que je me pose encore aujourd'hui. Non, mais en vrai, de vrai. Est-ce que tu as validé un succès et tu t'es dit on va le réitérer en faisant encore mieux? Est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit on aurait peut-être pas dû vendre et garder la boîte encore 2-3 ans? Bon, ok, cette fois-ci, je monte une nouvelle boîte qui va rester plus longtemps. Et je veux bien que tu me parles des ambitions, parce que je suis sûr que les ambitions ont évolué après cette revente. Totalement. Pourquoi j'ai remonté une entreprise? Alors déjà, l'exit, encore une fois, c'est une belle expérience. C'est clairement pour moi un changement de vie à plein de niveaux. On reçoit le virement d'un coup? Oui. Donc oui, d'un coup, ton compte, il passe à quoi? À 4 chiffres, boum. Ok, très bien. Ouais, c'est assez non, mais je me prépare un jour dans ma vie pour savoir ce que ça me fera Ouais, bah écoute, je pourrais avoir beaucoup échangé avec des entrepreneurs qui l'ont vécu. Les expériences sont totalement différentes. Il y en a qui sont dans l'euphorie, il y en a qui sont dans la fête, il y en a qui sont dans ouais, ok, et après moi je qui réalise pas, ouais, ouais, moi c'est pas que j'ai pas réalisé, mais en fait j'aurais préféré une mallette de cash en fait. Non, mais pas physiquement tu le captes mieux, mais moi je l'ai vu. Après c'est vrai que j'ai ce côté cartésien, c'est tout de suite c'est quoi les next steps. On en fait presque quoi de cet argent, etc. C'est ça aussi que tu t'es dit à ce moment-là? Ouais, peut-être que comme c'est arrivé assez vite, j'avais pas réfléchi à toutes les options, donc je suis peut-être pas assez mature sur le sujet, mais j'ai été assez sécure. Moi j'ai beaucoup investi dans l'immobilier, dans un monde que je connaissais, les startups, dans des fonds, etc. Donc t'as bien diversifié, ok. J'ai diversifié, mais peut-être pas tant que ça. Tu vois, il y a plein de choses que je connaissais pas. Bon, à l'époque, j'aurais dû investir dans la crypto. Je l'attendais celui-là. Je connaissais pas encore le sujet, j'ai essayé. Et quand pas assez de data tangible. Ouais. J'aime bien comprendre les choses. Je comprenais pas, il fallait rentrer un peu plus deep dedans. Et maintenant, tu comprends? Alors maintenant, je comprends, mais surtout quand j'ai essayé de le faire, c'était pas la meilleure période. Et du coup, ça m'a un peu démotivée. Mais j'ai vu vraiment dans mon entourage, parce que j'ai beaucoup de gens qui sont dans le monde du Web3, des ascensions incroyables. Excuse-moi, mais t'aurais fait les mêmes thunes que tu t'aurais fait avec Golden Bees, donc du coup la boîte que t'as revendue. Tu l'aurais savouré autant que de pianoter derrière ton ordinateur ou ton iPhone et de te dire ah ok là il est bas je rachète, ou là il augmente mais il va enfin tu vois ce que je veux dire ou pas? J'en sais rien du tout parce que je l'ai pas vécu. Moi je connais pas je dirais pas que c'est de l'argent facile, mais peut-être. C'est du pari, quoi. Je veux dire, ils parient même pas. Pour moi, les 3/4 qui ont fait des thunes, ils ont parié, selon moi. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on fait sur la bourse. Tu paries sur le secondaire, comment vont réagir les gens. C'est même pas l'info qui est importante, c'est la réaction du marché. J'ai l'impression que les gens, ils sont emballés et que ça vaut 100 000 balles et que j'ai pas mis 1 euro dedans. Il y a un facteur chance. Non, c'est pas du tout la même chose. Déjà, pour moi, j'ai pas gagné au loto, c'est-à-dire que j'ai vendu la valeur d'une boîte. La valeur, j'en étais convaincue. Moi, quand je l'ai définie avec mes associés, je me disais, la boîte, elle vaut tant. Maintenant, celui qui suit, il suit. Celui qui suit pas, tant pis. Et il faut être convaincu de ça. Je veux dire, c'est pas aux autres de décider la valeur de ton entreprise. Moi, je savais ce qu'on avait construit. J'avais confiance en nous. On était des gens de confiance. On est resté longtemps aussi après la revente. Je vais demander, vous êtes quoi, 3 ans? Vous avez été vesté? Le earn-out, il était de 4 ans.
en l'occurrence, mais on est parti avant. J'ai un de mes associés qui est toujours là-bas, CTO, qui est très heureux. Il a encore son équipe. Maintenant, il travaille en synergie totale avec Le Figaro. Enfin, c'est son histoire. Moi, je pense que j'avais fait le tour, que j'avais surtout plein de choses à découvrir ailleurs et qu'il y a des gens qui faisaient mieux le taf que moi. Tu voulais découvrir quoi? Parce que là, on est parti en 50 questions, je m'excuse. Et en plus, j'ai mangé le temps. On a mangé le temps. Non, je l'ai mangé. Tu cherchais quoi? Alors, justement, quand je suis partie, je ne savais pas. C'est ça qui est intéressant. Je me suis écoutée. Encore une fois, je me suis juste dit, il faut que je parte. C'est le moment. C'est tout. C'est le moment. Et j'ai décidé de partir. Et c'est là où les réponses sont arrivées? J'ai exploré, c'est-à-dire j'ai fait beaucoup de choses. Je suis retournée à l'école, j'ai fait un master à HEC, je suis partie dans la finance, j'ai fait le wagon pour aller encore plus deep sur les aspects tech. Bon, aujourd'hui, et je suis vite compris d'ailleurs qu'il y a des gens qui étaient extrêmement bons dans ça et que moi, ça me demanderait plus d'efforts, mais c'était important pour moi d'avoir cette lecture. Bien sûr. Donc, j'ai fait pas mal de choses, j'ai beaucoup investi, je suis rentrée dans le monde entrepreneurial. Et en fait, il y a quelque chose qui me titillait pas mal, c'est que j'ai découvert qu'effectivement, dans le monde entrepreneurial, il y avait quand même beaucoup de silos. Je suis dans plein d'écosystèmes. Je suis, on va dire, dans l'élite entrepreneuriale parce que je parle avec des gens qui ont fait des exits et c'est génial comme expérience. Je suis aussi dans des réseaux comme Diversité où je vois des entrepreneurs qui veulent, qui sont géniaux, qui ont des talents incroyables, mais qui n'ont pas les mêmes portes d'entrée. Bien sûr. Et parfois, en fait, la différence, elle est juste sur le fait de savoir, d'avoir la bonne info. Et pour moi, est-ce que les gens là dont tu parles, ils savent qu'ils peuvent réussir ou est-ce qu'ils doutent plus que la première catégorie de personnes, concrètement des personnes issues de la diversité à qui on n'a pas dit toute sa vie, tu peux faire des choses incroyables? Est-ce que quand il sort de sa boîte, il se dit qu'il a autant de chances de réussir que le mec qui a fait HEC-X? Sincèrement, je pense qu'il y a peut-être plus de doutes. Maintenant, pour moi, l'entrepreneur, c'est une race à part entière. Okay. Il est obligé d'y croire un peu, quoi. Il a cette niaque que je retrouve, tu vois, cette lumière dans les yeux, je l'ai retrouvée chez tous les entrepreneurs que j'ai rencontrés. Et contrairement à ce qu'on pense, j'ai aussi parlé avec des entrepreneurs, des repeat entrepreneurs, incroyables parcours, qui ont aussi ce doute dans les yeux. Et faut pas croire qu'en fait, il n'y a pas des gens infaillibles. Une fois que je le ferai 10 fois. Non, et c'est des gens qui sortent d'HEC, de Polytechnique, de Centrale. Tu leur parles, ils sont aussi humains que toi, ils ont autant de doutes que toi, de peur, etc. Et je trouve que ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont beaucoup échanger avec leurs pairs, chercher l'information, essayer de comprendre. Ils sont vachement dans l'analyse. C'est ce qui fait aussi peut-être la différence et il faut le faire. Sauf qu'il faut le faire avec différents milieux. Faut pas rester dans un silo. Moi, je pense que si tu parles qu'avec des gens qui te ressemblent, tu trouveras pas toutes les solutions. De la même manière, si tu es dans un réseau où tous les gens sont comme toi, ils ont pas eu forcément les bonnes expériences, les bons réseaux, tu vas rester dans un... Vous allez auto-alimenter vos croyances. C'est un peu un silo, notre écosystème tech entrepreneur, enfin start-up surtout, start-up tech en France, non? Bien sûr qu'il est siloté. Ouais. Il est siloté. Tu le rentres même dans une entreprise, il y a des silos, mais dans l'entrepreneuriat particulièrement, il y a beaucoup de silos. Okay. Je trouve pas qu'on met la start-up comme... Je trouve qu'on associe le mot entrepreneur à start-up plus qu'à l'artisan ou le boulanger aujourd'hui. Ça, c'est vrai. Et c'est très en France, en tout cas. Mais c'est ouf, non? Ouais, pourtant, quand on parle entrepreneur, t'as l'impression que tu vas lever des fonds aujourd'hui. Ouais, c'est vrai. Alors que, d'ailleurs, est-ce que même les entrepreneurs qui sont, qui sont épiciers ne se disent pas, bon, moi, je vais lever des fonds? Non, ça commence à avoir un impact sur... Tu leur demandes, ils se disent, je suis un commerçant. Je suis pas un entrepreneur. Ouais. Alors que moi, je trouve, le commerçant, c'est l'ancêtre de l'entrepreneur. En vrai, c'est la base. T'as parlé des silos, je voulais juste savoir... Pour s'en rendre compte, je pars du principe que tu as dû le voir autre part où ça n'était pas comme ça. Tu vois, où c'était pas aussi siloté. Est-ce que tu as des références? Et même si c'est pas, tu vois, professionnel, mais ça peut être du social que tu as vu dans un autre pays. Comment tu t'es rendu compte qu'on était en silo et que toi, il fallait que tu t'ailles casser ces barrières? Alors, des silos, il y en a aussi, par exemple, aux États-Unis. Bien évidemment, les gens de Stanford vont investir sur les gens de Stanford. Et c'est comme ça depuis 50 ans. D'ailleurs, les premiers fonds ont été créés pour leurs chercheurs et pour leurs talents. Et c'est vraiment dans l'ADN. Que ça se retranscrive en France, c'est ça qui est étonnant, alors qu'on arrive peut-être 20-30 ans après les logiques qu'on a développées là-bas. C'est là où moi, je trouve que c'est étonnant. Je trouve qu'il y a moins de silos parce qu'on n'hésite pas à aller plus explorer l'autre, plus à chercher à comprendre. Le contact est plus facile, tu dis. Parce que déjà, il y a ça, et puis il n'y a pas de difficulté à rentrer, par exemple, dans certains réseaux, tant que tu es bon.
Tu vois, on va pas dire non, mais toi, tu rentres pas parce que t'as pas fait telle école. Oui, peut-être qu'il y aura au début une question de qu'est-ce qu'il fout là, mais en réalité, si tu arrives à faire tes preuves dans les 30 secondes où tu prends la parole, en fait, on peut t'accepter. Okay. Et ça, c'est assez incroyable. Moi, je l'ai vu notamment en France, pour faire le parallèle, c'est que quand je suis rentrée dans le monde entrepreneurial de gens qui avaient, par exemple, fait des exits, qui ont des expériences. Déjà, c'est des gens qui sont extrêmement humbles, contrairement encore une fois à ce qu'on peut croire. Et la réalité, c'est que même si au départ, tu rentres dans un endroit, moi, ça m'arrive souvent, où que t'as que des hommes, ils ont 45 ans, parfois 50 ans, ils ont des expériences et des histoires qui sont juste incroyables et inspirantes. Dès lors que tu échanges avec eux, s'ils ont compris que tu les comprenais, qu'on était finalement sur le même bateau en tant qu'entrepreneur, il y a une forme de respect qui s'instaure. Systématiquement. Il n'y a pas des moments où tu as essayé de montrer que tu étais entrepreneur, que tu avais fait un cash-out à 20 millions et qui te regardaient en mode va me chercher le café. Non, franchement, ça m'est jamais arrivé. Il y a vraiment une forme de respect. Et surtout, moi, j'ai jamais essayé de prouver. Si j'étais là, c'est que c'est ma place. Ok. Voilà, sinon, je serais même pas invitée. Il n'y a jamais un moment où tu t'as dit en plus dans un milieu d'hommes que en fait être une femme n'a jamais été un sujet pour toi. Non, moi pour moi jamais tu t'es dit il faut que je fasse plus que. Je pense que ça doit exister, mais je le sais pas. Et peut-être que j'ai choisi de ne pas le voir. Ouais, ça c'est intéressant. Ben, on a tous des biais et c'est les œillères qu'on se met. Je voulais parler juste. Attends, parle-moi de Community, putain, honte à moi. On arrive à la fin de ce podcast, on n'a pas parlé de ta boîte. Ah là là, ouais. Bon, on est toujours dans les yaïs. Je repose la question du tout début. Je viens de repitcher Community, mais c'est normal en 2024 de monter une boîte. Bon, tu l'as montée avant, mais de monter une boîte d'IA sans être experte de l'IA. Alors déjà, la grosse question, c'est quoi un expert de l'IA ? C'est vrai. Alors là, à l'époque où tu étais sur Golden Bees, on parlait pas d'IA, on parlait de machine learning, de NLP. Exactement. Est-ce que c'est pas eux les vrais experts ? L'IA d'aujourd'hui, c'est la continuité de ces gens-là. Hein. Bien sûr. Qui n'étaient pas reconnus il y a 10 ans. L'IA a énormément évolué depuis 50 ans. C'est la convergence de savoir. C'est extraordinaire ce qui s'est passé si on s'intéresse un petit peu au sujet. Il n'y a pas d'expert d'IA pour moi. Moi, ce que je fais aujourd'hui, et je pense que c'est les acteurs comme Community ont un rôle qui va être fondamental. On est des architectes, c'est-à-dire qu'on construit des architectures dans lesquelles on va pouvoir réaliser plusieurs tâches pour répondre à une problématique. En l'occurrence, une question, une query qui est posée par un utilisateur. Et ça demande énormément de choses. Dans le cadre d'une organisation, en fait, si tu me dis, moi, j'ai fait de l'IA déjà, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que tu faisais de la recherche ? Est-ce que tu développais des modèles, etc. Il y a plein d'aspects. Pre-training ou fine-tuning ? Est-ce que tu es un fine-tuner ? Enfin, qu'est-ce que tu es ? Alors, on parle pas le jargon, nous. Donc, la question, c'est déjà ça. Mais si tu mets une personne comme ça et tu lui dis, créer une application dans un monde aussi complexe que celui de l'entreprise, en fait, ça ne suffit pas. Pour moi, il faut savoir être un bon dans tout ce qui est data engineering, il faut être un bon architecte, il faut pouvoir créer des composants qui vont se connecter entre eux pour avoir des... C'est pour ça que ça fait le wagon ? Pour moi, j'ai fait le wagon pour mieux parler à mes techs. C'est-à-dire que quand quelqu'un te dit, OK, tu me demandes, t'as tel besoin, t'as identifié telle feature par rapport au marché, et ça va me prendre tant de temps, moi, j'ai besoin de comprendre implicitement, ouais, qu'est-ce qu'il y... Ok, les variables et tout. Quoi. J'ai compris. Franchement, ça m'a vraiment permis de le faire. Donc, j'ai une lecture technologique qui fait que je travaille main dans les mains avec des gens de la tech et pas un CEO qui arrive et qui te dit, bon, fais ça, ça doit être fait, pourquoi c'est pas fait ? Non, moi, je veux comprendre. Ouais. Mais c'est pas ça qui t'a aidé à monter une boîte dans l'IA ? Bon, plus tout ton background data avant. Ce qui m'a aidé à monter une boîte dans l'IA, c'est que ce qu'on sait très, très, très bien faire, surtout dans le monde professionnel, c'est que pendant 10 ans, avec Golden Bee, je faisais de l'intégration avec des entreprises. Donc, et sur des choses très compliquées. Je te parle pas de Google Drive ou SharePoint. Je te parle d'ATS, d'applications de tracking system, qui ont des API qui datent d'il y a 20 ans. Et donc, notre métier consistait à s'interconnecter avec tous les acteurs du marché. Ceux qui vendent des espaces publicitaires sur lesquels tu peux diffuser des offres d'emploi. Les tracking systems des entreprises. Et donc, en fait, et de converger tout ça et puis de faire la connexion. Aujourd'hui, c'est pas plus différent que ça. C'est-à-dire que tu as une architecture. Nous, on fait de l'intégration avec les données des entreprises. Et il n'y a pas que ça. Il y a par exemple les profils de personnes. On en a parlé tout à l'heure, mais pour moi, c'est super important que dans une requête, il y ait une personne qui ressorte et qui puisse justement te débloquer une problématique parce que tout ne se trouve pas dans la data. Ce qui est intéressant sur Community, qui est vraiment notre différenciation, c'est qu'à la base, c'était un système de recommandation de personnes qui va prendre en considération un certain nombre de variables. Par exemple, tu peux prendre des données LinkedIn OK ou un CV, mais tu peux aussi prendre toutes les informations en interne dans une entreprise qui sont liées à une personne. J'ai contribué à un document, j'ai mon activité
l'activité sales, j'ai rencontré tel client, etc. Maintenant, imagine que quand tu as une problématique, la réponse, elle est pas dans les documents ou dans des datas, ou l'interprétation de ces datas, eh bien, en fait, tu peux tout simplement parler avec une personne. Et c'est ce qu'on fait dans notre quotidien au travail. C'est impossible de dissocier une recherche d'information dans une organisation sans mettre l'humain au cœur du sujet. Donc, mon modèle, c'était ça. C'est tu tapais une question. Donc, la question, elle pouvait être vague, pas complexe, et on te recommande la meilleure des personnes. Et en l'occurrence, que ce soit mes 2 associés ou moi, on vient de ce monde-là. C'est-à-dire qu'on a bossé sur ces sujets pendant des dizaines d'années. Donc, on sait créer des profils intelligents, on sait faire de la similarité entre une requête et le profil d'une personne. Et ensuite, ce qu'on s'est dit, qu'on va rajouter tout le monde informationnel qui est plutôt explicite, donc la donnée. Connexion via des API, via des connecteurs. Vous les développez, vous, les API, ou elles sont déjà... chacun, ils ont tous leurs API. Donc, nous, notre travail, c'est faire du data. Enfin, on a un data flow, on fait du pré-processing. Donc, c'est vraiment extraire la donnée, mais ensuite, c'est la préparer pour ensuite la rendre lisible sur les LLM, etc. Donc, on a toute une architecture qui fait... Voilà, j'extrais de la donnée, je la vectorise, je la présente au LLM, je raisonne. Est-ce qu'en fonction d'une requête, je te mets en contact avec une personne? Est-ce que je te cherche l'information sur un document? Est-ce que je vais chercher sur le web? Donc ça, c'est ce qu'on appelle du multimodal. Et ensuite, voilà, il y a peut-être 6-7 agents comme ça qui vont travailler en collaboration pour une seule requête. Donc derrière, c'est assez complexe. Mais pour toi, c'est simple en tant qu'utilisateur. Donc l'idée de Community, c'est ça, quoi. C'est te permettre de faire des tâches complexes. T'es dans un business tech ou humain? 100% tech. Mais 100% tech qui intègre l'humain. Ok. Et ça, c'est un prisme que peu ou pas d'acteurs n'ont pris, quoi. Tu peux pas. Community peut fonctionner s'il n'y a aucun humain qui agit dessus aujourd'hui dans une requête ou pas? En autonomie à 100%? 100%, c'est 100% automatisé. Nous, on n'a pas d'intervention humaine. Ok. Notre rôle, par contre, parce qu'on utilise plusieurs LLM en fonction des différentes tâches qui sont faites, c'est par exemple d'identifier quel LLM peut être bon sur un sujet ou un autre. Donc et ça, on peut les switcher. On peut les switcher. Par contre, nous, on ne donne pas la main. D'ailleurs, c'est à ce point-là pas humain, entre guillemets, c'est que même l'utilisateur ne peut pas, par exemple, choisir son LLM. Ça n'a pas de sens. Okay. Nous, lui, ce qu'il veut, l'utilisateur, c'est l'output final. Est-ce que ça correspond à ma requête? Et nous, on doit faire en sorte que l'output corresponde à sa requête. Et derrière, il y a toute une infrastructure qu'on a buildée pour le faire. Est-ce que vous êtes capable de créer des nouvelles variables? En fait, est-ce que vous avez fait des nouvelles variables? Est-ce qu'il y a des variables sur l'humain? Ouais, que vous avez même créé peut-être en interne dans des entreprises, tu vois, des soft skills qu'on assesse, je sais pas comment dire. Des variables? Enfin, je sais pas, dans ton équation, je sais pas ce que tu veux. Enfin, pour moi, il y a plein d'inputs, tu vois, et tu veux ton output. Est-ce que vous êtes capable de créer... On va parler de toutes les datas qui sont déjà dispo, mais tu vois, des datas d'appréciation, entre guillemets. Maintenant, mais c'est pas accurate, du coup. Alors, l'appréciation, déjà, c'est encore une fois très personnel, je trouve. C'est du soft skills, là, dont je te parle, mais moi, c'est que le soft skills, là, dont je te parle. Ouais, alors, déjà, la question, c'est de se dire, quand tu as une problématique, est-ce que tu veux avoir des choses vraiment factuelles pour savoir si la bonne personne ou pas. En l'occurrence, tu as contribué à un document ou alors tu as une activité sales particulière ou tu as un profil avec des informations très précises sur ton expérience, sur ton diplôme, etc. C'est très factuel. À rajouter le côté un peu plus jugement, finalement, ouais. Je crois que on peut pas le faire à la place des personnes. D'accord, donc c'est la limite de l'IA. C'est que ça doit rester à l'humain, ça. L'IA pourrait le faire, mais est-ce que tu as envie de lui faire confiance, c'est autre chose. Donc moi, j'irais pas ça. Nous, ce qu'on a construit, ce dont on s'est rendu compte, c'est que à un moment donné, il fallait permettre aux utilisateurs de personnaliser, de mettre des instructions pour justement que l'output soit le plus proche de ce que tu veux. Maintenant, sur l'humain, par exemple, tu pourrais te dire, OK, est-ce que tu peux me sortir un profil qui, tu penses, peut traiter cette problématique, même s'il a jamais bossé dessus, parce que justement, il a de l'appétence sur de la data, okay. Et que mon sujet implique cela. Donc, ça m'aiderait que mais tu appétence sur la data, comment tu le traques, ça? Typiquement, en regardant son activité. Si, par exemple, il a fait de la contribution sur un document, si elle a travaillé sur un projet, si tu regardes sur son profil des informations que tu n'as pas, que tu ne connais pas, parce que vous êtes 1000 dans une entreprise, tu peux te rendre compte que la personne a une formation sur le sujet, ou il a de l'appétence parce qu'il a justement produit quelque chose dont tu n'avais pas connaissance. C'est hyper intéressant. Et c'est là, moi, je trouve que tu casses aussi des silos en parlant justement avec des gens auxquels tu penses pas forcément. L'IA permet de mieux connaître les choses, c'est la notion de connaissance. Est-ce que l'IA te permet de non pas
Parce que j'ai l'impression qu'il y a de l'interprétation de la data, mais dans ce que tu me dis, il y a aussi de la data qui est invisible pour certaines personnes qu'on ne voit pas. Bien sûr qu'il y a de la data qu'on ne voit pas, et c'est bien le problème qu'on vient régler. Il y a de la donnée structurée, il y a de la donnée non structurée. Il y a des choses qui, en fonction de ton job, ne sont même pas dans ton esprit. Et c'est ça qu'on a envie de casser. C'est-à-dire que pourquoi est-ce que tu n'irais pas chercher des informations dans un autre pays, sur un autre département, pour répondre à ta problématique. Tu t'imagines les silos que ça casse? Et moi, c'est mon rêve, ma vision, c'est vraiment ça, c'est d'avoir un environnement dans lequel tout le monde peut avoir accès à l'information, pas à la connaissance, à l'information sans silo, de manière intelligente et de l'exploiter pour devenir meilleur dans ce que tu fais. Est-ce que les silos, c'est les choses qu'on prend pour acquis ou acquises? Je sais pas comment dire. Tu vois ce que je veux dire? C'est les vérités générales qu'on se met dans nos têtes. Typiquement, c'est dans ce département, dans ce pays ou dans cette industrie que je vais trouver ce que je veux, alors qu'en fait, on peut le trouver autre part. Tu vois, moi, je pense que le silo, ça fleure un petit peu ce que pourrait être l'intelligence. Tu vois, l'intelligence, c'est vraiment de casser des silos et d'aller tout le temps chercher ailleurs l'information et pas uniquement dans le scope que tu as. Okay. Pour moi, une personne qui dit avoir de la connaissance, c'est quelqu'un qui est super humble, parce que la connaissance, ça ne s'arrête jamais. Parce que dès que tu cherches un sujet, en fait, tu vas te rendre compte que c'est relié à un autre sujet. Et en fait, c'est presque infini, le truc, quoi. Et à un moment donné, il y a des sujets sur lesquels tu n'as même pas de réponse. Donc, pour moi, la connaissance, elle doit être infinie. Et si un jour, tu as l'occasion de tester Community, je l'ai pensé comme ça. C'est-à-dire que à chaque fois que tu fais une requête, tu as les sources. Avec les sources, tu as ce qu'on appelle des related documents qui sont similaires, qui te permettent d'aller encore plus deep dans ta recherche de connaissances. Tu as des recommandations de sujets annexes sur lesquels tu peux continuer à discuter pour faire des échanges, pour aller plus loin dans les connaissances. J'aimerais, dans un monde idéal, c'est que avec la GenAI, on prend le contrôle de ce qui est une information fiable et que on choisisse cette information pour ensuite builder nos convictions et nos connaissances. Voilà, j'espère que je ne me suis pas dans un truc trop... Non, je trouve ça hyper éclair. Voilà, je te pose cette dernière question sur la tech. Est-ce que l'IA, sous sa mauvaise utilisation, ne risque pas de nous rendre tous, ou en tout cas pour certaines personnes, non critiques et non intelligentes sur la manière dont on a parlé? Non, mais tu vois ce que je veux dire. En mode, ne va pas chercher plus d'informations. En fait, est-ce qu'on va pas devenir des assistés? C'est très... je t'ai pas dit, est-ce que l'IA va pas remplacer nos jobs? Ça va. On certains jobs, oui, hein, c'est clair. Ça dépend lesquels, mais je veux pas faire flipper nos auditeurs. Mais tu vois ce que je veux dire ou pas? Est-ce que tu le vois avec tes clients, par exemple? Est-ce que quand toi, tu pushes cette reco, il prend ça pour argent comptant et c'est tout? Ou est-ce qu'au contraire, tu trouves qu'il y a de la critique et qu'ils vont se renseigner un peu plus, etc.? Alors oui, bien sûr, il y a beaucoup de critiques autour de l'IA et c'est bien, c'est important. Mais quand tu es avec des données qui sont dans ton organisation, tu as un peu moins de peur sur le côté erroné, hallucination, parce que forcément, le contexte, il est beaucoup plus maîtrisé. Non, moi, tu vois, j'ai une réflexion il n'y a pas très longtemps. On a pu faire un pilote incroyable avec un acteur qui est dans le milieu du légal et tu as un des têtes de pont. Donc, tu as tous ces auditeurs qui ont testé la plateforme, etc. Ils ont dit, ah, ok, c'est bien, c'est vrai que ça se rapproche de ce qu'on fait au quotidien. Et ils m'ont dit, ouais, mais du coup, ça va remplacer X. Et tu sais, t'es dans une salle, Et là, il y a un blanc. Il y a un blanc et non, moi, je suis pas d'accord. Ça va pas du tout le remplacer. Justement, ça va le libérer énormément parce qu'il était requêté tout le temps en permanence. Mais tout ça pour dire, c'est qu'en fait, il y a plus, je pense, un fantasme autour de ça qui fait que les gens ont peur alors qu'il n'y a pas lieu d'avoir peur parce que ça va débloquer justement des choses qui sont assez incroyables dans ton quotidien. Si tu fais pas ça, ça veut pas dire que ton job n'a pas de valeur. Ça veut dire que ta valeur est ailleurs. D'ailleurs, ces gens-là vont être, eux, assistants de cette IA pour l'amener vers quelque chose de beaucoup plus efficace. Il n'y a pas quelque chose de fait que tu mets dans une boîte et tu dis c'est bon, ça roule. Non, il y a justement ce côté instruction qui est important et retour d'expérience qui va faire que ça va être efficace ou pas. Quand tu recrutes quelqu'un, est-ce que tu le recrutes pour ce qu'il ou elle sait faire à l'instant T ou pour son potentiel d'apprentissage et d'évolution? Il y a un potentiel d'apprentissage et d'évolution tout le temps et systématiquement. Tout ce que tu viens de m'exposer là me montre par A plus B qui pensait pas ça, le big boss. Peut-être pas. Après, toutes les entreprises sont différentes, les ADN, les cultures sont différentes. En tout cas, ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, nous, on est des gens du terrain. On appelle des centaines de boîtes par semaine. Yacine, c'est incroyable. Il n'y a pas une personne, on parle qu'avec des patrons d'entreprise, des CEO, des dirigeants, qui ne l'a pas considéré, qui n'a pas soit mis déjà quelque chose en place ou qui est en train de le faire. Sur les AI, tu veux dire? Ouais, sur les AI. Donc, nous, on arrive sur un marché qui est bouillonnant. Ouais. Après, quand tu redescends, il y a forcément des personnes qui ont peut-être de la résistance, des questions. Le seul moyen de craquer ça, c'est de lui dire, écoute, prends-le entre des mains
et ensuite tu verras. Mais c'est pas à eux de décider. C'est-à-dire que pour moi, les décideurs, ils sont vraiment au-dessus. Parce que en fait, c'est un enjeu de boîte global. C'est comment je maintiens ma compétitivité, comment j'améliore ma productivité et comment en fait je le fais tout en respectant toutes les normes qui sont importantes pour moi, la sécurité, les jobs des personnes, etc., etc. Donc pour moi, ça se pilote vraiment en haut, ce choix-là. Ok, ça dépend du cas et ça dépend des personnes. Mais on va pas rentrer dedans. Je termine là-dessus. J'ai cette question que je veux te poser depuis tout à l'heure. C'est quoi l'ambition avec Community ? L'ambition avec Community ? Alors, l'ambition, c'est de servir toutes les entreprises de taille intermédiaire, surtout, parce qu'aujourd'hui, elles ne sont pas dans l'équation. Donc, tu as tes boîtes tech qui sont matures pour le faire, et ça, c'est génial. Tu as des solutions pour le faire. Tu as tes boîtes du CAC 40 qui sont sursollicitées dans tous les sens et qui se font des POC gratuits à tout va. Non, mais c'est incroyable. Et donc, entre tout ça, tu as ceux qui sont dans l'intermédiaire et des gens qui ont un besoin qui est fondamental. Les boîtes de conseil, les boîtes de consulting, d'auditing, de légal. Et on parle de boîtes qui font des centaines de millions quand même, qui sont pas dans l'équation, qui n'ont pas des techs pour le faire, qui n'ont pas les ressources pour le développer en interne. Et en fait, il faut une solution pour cette catégorie-là. On va les accompagner. Ce qu'on veut être, c'est des alliés. Clairement, on n'a pas envie d'être l'allié des LLM providers. On n'a pas envie d'être l'allié des technologies. On a envie d'être l'allié vraiment des dirigeants. Et donc, pour faire ça, faut les accompagner. Et si j'ai une meilleure compréhension de ce marché-là, c'est-à-dire que j'ai été dirigeante, Golden Vista, c'est une petite structure, mais on était 80. Donc, les problématiques qu'ils ont, je les connais par cœur. Donc, c'est facile, entre guillemets, d'arriver à leur dire, je comprends la complexité de ta boîte. On a fait ça avec des boîtes du CAC 40, c'était... Pour faire une intégration, ça nous prenait des mois. Ouais, donc, je comprends déjà la complexité. Je sais que c'est hyper touchy pour toi. Je sais à quel point ça peut changer ta vie. Et tu parlais d'ego tout à l'heure. Il y a aussi beaucoup d'ego OK, mon voisin le fait et moi, je le fais pas. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Beaucoup de questions autour de ça. Donc, moi, j'ai envie de transformer... j'ai envie de contribuer à cette transformation qui est inévitable, à ce pivot qui est inévitable, mais de manière à ce que ça soit sécurisé et surtout faire pour les utilisateurs et pour les entreprises. Très clair, mais une ambition chiffrée. Non, je rigole. Est-ce que tu serais capable de la vendre ou pas? Oui, alors je peux te sortir mon bébé, mais mais je pense que le marché est colossal. Ça, c'est la première chose. Le marché est absolument colossal. Attends, si je te pose la question, c'est parce que tu as vendu une première boîte. Moi, c'est juste de l'émotion, là. C'est de savoir est-ce que tu verrais la revendre la deuxième ou pas. C'est juste ça. En tout cas, aujourd'hui, c'est pas l'objectif premier. Surtout, Golden Beast est une belle histoire, mais je pense qu'on n'est pas du tout sur les mêmes enjeux, on n'est pas sur les mêmes marchés. Je pense qu'on peut faire encore plus et encore, on peut aller encore plus loin. Mes questions ne sont pas anodines. Donc, ok, d'accord, très bien. Donc, on se revoit dans quelques années. On te souhaite de toujours être indépendante. Ok. Bah, écoute, je te pose ces dernières petites questions sur une échelle de 1 à 10. À quel point tu te considères heureuse au quotidien? 10. Sur une échelle de 1 à 10, à quel point tu te considères riche? Je peux même dire 20 sur 10. 20 sur 10. Alors, c'est pas richesse comme ça, t'as plus besoin de travailler. Non. La meilleure des richesses, c'est quand t'as tes parents et quand tes parents, tes enfants à la maison. Ça, c'est la meilleure des richesses et moi, c'est mon cas. Putain, tu vas me faire pleurer. Sur une échelle de 1 à 10, on salue toute cette belle famille. Oui. Sur une échelle de 1 à 10, à quel point ton job d'entrepreneur t'apporte, toi, du sens dans ta vie perso? 10 sur 10. Pas 20. Je pourrais même dire 20. Allez, voilà, respecte aucune règle. On a bien capté ça. Et sur une échelle de 1 à 10, à quel point ton quotidien d'entrepreneur te demande des efforts ou est difficile? Des efforts, je dirais forcément, je sais pas, 6, 7 sur 10. Difficile, c'est difficile. Forcément, celui qui te dit que c'est pas difficile, c'est pas vrai, c'est forcément difficile. En plus, dans un écosystème qui, pour rappel, change tous les 4 jours, qui évolue tous les 4 jours. C'est incroyable ce qui est en train de se passer. Donc, c'est difficile, mais c'est passionnant. Donc, en fait, la difficulté, tu la sens pas. C'est une jolie souffrance. Corrélation entre le bonheur et la souffrance? Ouais, exactement. Eh bien, c'est le moment de reprendre la petite citation que tu m'avais sortie. Tu m'as dit, on a mis des stratégies en place pour éviter la souffrance. Spoiler, mais la souffrance est nécessaire. Tu peux en parler 30 secondes? Ouais, 30 secondes. Comment tu peux avoir conscience de ce qu'est le bonheur si tu n'es pas passé par l'état de souffrance réellement? Ça, c'est la première chose. Un pic ne vaut rien sans le down, quoi.
Exactement. Et oui, on a mis tous, chacun d'entre nous, des stratégies pour éviter la souffrance, c'est-à-dire que tout ce qui peut nous apporter un mal, on n'y va pas consciemment ou inconsciemment. Par exemple, tu vois, on peut avoir des douleurs, je ne veux pas rentrer dans la psychologie, mais d'abandon ou de rejet. Bah, les gens n'aiment pas, par exemple, aller vendre parce qu'ils vont se prendre des balles. Et tu sais, un vendeur, il se prend des portes tous les jours. Il ne faut pas avoir de douleur, tu vois, de blessure, de rejet, hein, franchement, parce que tu peux le prendre pour toi. Et donc, en fait, les gens ne vont pas aller vers ça. Pourtant, quand, par exemple, tu es un entrepreneur, si tu fais pas de vente, rentre chez toi. Vraiment, là, je suis hyper cash sur ça. Au moins, un des fondateurs. Il faut aller vendre et il faut te prendre des portes. C'est fondamental. Même si ça te plaît pas, même si tu rentres chez toi, tu as des doutes, etc., c'est pas grave. On repart derrière. Et le secret, il est là. Plus tu vas aller dans des choses qui te font souffrir, plus tu vas débloquer des situations et tu vas ouvrir des opportunités. Et ça, c'est franchement le vécu que j'ai depuis 10 ans. C'est assez incroyable. T'as eu des victoires trop faciles que t'as, du coup, pas savourées? Et presque. Est-ce que Golden Bees, c'était un petit peu facile? Non, c'était pas facile. Non, c'était pas facile. Ok. Mais gagner dans la facilité, c'est pas savoureux. Bah, déjà, est-ce que gagner tout, qu'est-ce que ça veut dire gagner tout simplement? Est-ce que c'est savoureux? Je sais pas. Demain, tu veux sourcer un gros groupe du CAC 40, tu dis ok, on va y aller les gars. Pof, t'envoies un mail, il te répond, il te dit ok. J'avoue, t'as un petit kiff sur le coup. Non, mais tu kiffes, mais après tu te dis bon, bah je vais tenter plus. Ouais. En fait, est-ce que tu vas pas chercher la porte pour chercher du challenge? Et est-ce que la souffrance n'est pas liée au challenge? En fait, c'est ça. Et le problème, je pense que de la plupart des entrepreneurs, c'est qu'on est toujours dans un process de recherche de souffrance. C'est-à-dire que tu as débloqué un truc et tu dis, vas-y, comme je te disais, tu crées un autre problème. Tu te dis, maintenant, je vais aller taper tel challenge. Mais ça veut dire encore un chemin à parcourir, encore un challenge à te mettre en place. Et limite, ce que tu as gagné, c'était un petit plaisir sur le coup et tu es déjà passé à autre chose. Moi, en tout cas, c'est comme ça et c'est insupportable. Je pense à ton conjoint qui doit se dire, ok, mais... Genre, elle a pas assez de taf à la maison ou quoi? Pas assez d'emmerde à la maison. Pas toujours un truc, mais c'est fantastique parce que tu vois, peut-être qu'on va finir sur ça, mais tu vois, le fait d'être comme ça veut dire que t'es toujours en mouvement continuel. Tu vois, l'être humain, il est en mouvement là. Tout de suite, ton cerveau, tout bouge tout le temps. Et en fait, le fait d'être en mouvement en tant qu'entrepreneur, parce que si tu l'es pas, tu n'es pas un entrepreneur, il y a une petite mort. Ça veut pas dire que tu n'analyses pas, mais ça veut dire que le meilleur moteur, c'est celui de se mettre en marche. C'est l'action, quoi. C'est le meilleur apprentissage, tu dirais? C'est le meilleur, mais tu sais, je pense que tu seras d'accord avec moi, c'est que l'entrepreneur, avant tout, c'est être. C'est-à-dire que c'est dans la nature de tout le monde. Remonte, il y a des centaines d'années avant, tu penses que quand il fallait survivre, chacun n'était pas agriculteur, qui vendait pas sa marchandise. On était tous un peu dans le business, quoi. Donc, on avait toujours ça entre nous. Et puis là, on a créé un système dans lequel Et d'ailleurs, les choses ont changé, hein, parce que quand tu vois avec l'avènement des réseaux sociaux, tu as plein de entrepreneurs qui sont arrivés. Même les créateurs de contenu, Les créateurs de contenu, c'est des nouveaux métiers. Bien sûr. En fait, l'entrepreneuriat redevient vachement à la mode. Je trouve ça génial et ça va être la même chose avec l'IA. Écoute, j'ai hâte de voir. C'est parfait, on va terminer là-dessus. Moi, je pars du principe que si on parle de moutons et de bergers, qu'à l'époque, il n'y avait que des bergers, je comprends pas qu'aujourd'hui, il n'y ait que des moutons. Donc, clairement, il faut des moutons pour qu'un berger avance, mais il faut aussi des bergers pour guider des moutons. Et je comprends toujours pas, et je termine là-dessus, que 100% de nos idoles de jeunesse soient des indépendants, je pense, dans ce qu'ils font, et que 88% de la société active est salariée. Incroyable. Voilà, donc les 12%, merci à vous. Merci, cher berger. Bon, c'est la fin de ce podcast. Un grand merci, Faria. Ça va, ça t'a plu? Merci à toi, ouais, c'était top. Je t'avais dit, hein, conversation en impro, en détente. Merci à tous de nous avoir suivis. Un grand merde à toutes les personnes qui entreprennent. Ce serait bête que je réalise que mon merde soit bipé à chaque podcast sur les plateformes, mais c'est pas grave. Je vous envoie full force et à la semaine pro pour un nouvel épisode. Ciao, ciao. C'est déjà la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, pourquoi vous nous le diriez pas? Laissez-nous un petit commentaire, un petit like, partagez-le à des amis, des personnes qui seraient susceptibles d'aimer cet épisode. Et n'hésitez pas non plus à nous proposer des invités pour les prochains épisodes. Le prochain épisode sort lundi. Je vous laisse vous abonner dès maintenant. Et encore une fois, merci de nous soutenir et de nous écouter. Un grand merde à toutes les personnes qui entreprennent. Et à très vite pour un nouvel épisode. Ciao, ciao.